deux camps d'humains s'affrontent. Les uns repoussent les limites de la technologie pour exploiter la nature. Les autres disent qu'ils sont la nature et veulent mettre les connaissances au service d'une société plus juste. Les uns veulent continuer comme avant. Les autres résistent. La lutte est inégale car ceux qui veulent un autre monde sont obligés de vivre dans celui qu'ils dénoncent. J'en sais quelque chose. Mes parents avaient décidé que leurs filles auraient les mêmes droits que les hommes. Ils disaient qu'une société où les femmes n'étaient pas les égales des hommes serait toujours bancale. Pour eux, l'argent n'avait pas tellement d'importance. Ce qui comptait, c'était les connaissances. Alors mon père, si réservé, est devenu un véritable activiste pour ouvrir à sa fille les portes d'écoles encore fermées aux femmes. Alors, par amour pour tes parents, tu t'es retrouvée résistante au cœur du système éducatif des hommes. Ah mais moi j'étais d'accord pour résister contre une société boiteuse. Mais j'avais la rage d'être enfermée entre les murs de ces écoles. Depuis toute petite, je passais mon temps à vagabonder dans un pays imaginaire, que j'appelais les steppes de l'Asie centrale. Je ne savais pas ce qu'était une steppe, je ne savais pas où était l'Asie centrale, mais c'était un pays d'une beauté inouïe, parsemé de montagnes où les gens vivaient ensemble de façon très simple et cuisinaient sur des petits feux de bois. Moi, c'est mon grand-père, rescapé du génocide arménien, qui décortiquait mes bulletins scolaires. Il me répétait sans cesse que dans la vie, il faut se hisser toujours plus haut. Mais il vivait un peu ses rêves par procuration, non? Oui, mais l'enfant des plaines du Berry s'est mis à rêver de montagne. Je lisais en boucle Victoire sur la Concagua, le plus haut sommet des Andes. Alors, liberté, grands espaces, démesure, conquête héroïque, tout me fascinait, comme si j'avais trouvé là le petit grain de folie pour résister à une vie toute tracée. Nous y sommes allés à la Concagua. Le camp de base était une vraie ville. C'était ça, mon rêve? Ben moi, j'ai adoré le décor, presque à la hauteur de celui de mes steppes. Ouais, et les arriéros qui te toisaient du haut de leur monture. Bon, allez, à vous, ils avaient quand même fière allure, avec leurs grands chapeaux, leurs bandanas, chevauchant au vent. Tu parles, quelle bande de machos. Ouais, mais souviens-toi, de retour du sommet, ils m'ont salué chapeau bas. C'est vrai. Mais si une femme doit gravir la Concagua pour être respectée, la société n'a pas fini de boiter. Pas tout à fait faux. Année après année, nous en avons consommé du voyage, en courant après le temps. Nous sommes allés sur les montagnes, aux quatre coins du monde, à la recherche de je ne sais quoi. Revenir au pied de l'Everest, 20 ans après notre première expédition, nous a ouvert les yeux. Oh, cette foule et ces panneaux, lodge interdite aux porteurs, toilettes interdites aux porteurs. Un véritable apartheid affiché au grand jour. Nous ne pouvions plus rester dans ce jeu de colonisation. Ah oui, mais nous avions quand même soif de découverte. Un sacré dilemme. Comment voyager sans détruire ce qui nous attire? Nous avions juste l'intuition que la lenteur était indispensable. Eh oui, mais nos semaines de congé n'étaient pas à rallonge. C'était pourtant simple. Pour avoir plus de temps, il suffisait d'arrêter de travailler. Alors ça, c'était une bonne idée. Arrêter de travailler, retrouver la liberté. Cette idée ne vous a-t-elle jamais traversé l'esprit? Mais bon, soyons honnêtes quand même. Cette liberté, nous l'avions gagnée en travaillant. Et en nous passant au maximum du superflu. Bon, c'était facile pour toi, l'anti-acheteuse compulsive qui répète inlassablement qu'acheter, c'est se priver de liberté. Bon, quoi qu'il en soit, là, nous avons franchi une sacrée limite. Bon, sans cette liberté, nous ne serions jamais partis pour 2 mois explorer l'ouest du Népal. C'était en mars 2020. Vous vous doutez un peu de la suite, non? Quelques jours après notre départ, le gouvernement népalais a confiné strictement tout le pays. Le destin a voulu que nous soyons à quelques heures de marche du village de Manbadur Kessi, notre ami qui nous guidait sur ses terres natales. Sans hésiter, il nous a emmenés chez ses parents. Sans hésiter, ils nous ont ouvert les bras. Ils ont décidé qu'ils seraient notre grande sœur et notre grand frère, notre Didi et notre Dazou. C'est comme si nous avions toujours fait partie de leur famille. Ils nous ont assuré que nous ne manquerions jamais de rien. Mais vous savez, là-bas, ils n'ont rien. On vit à même le sol et on cuisine sur de petits feux de bois ce qu'on a cultivé. Alors qu'avait-il à nous offrir? Une maison tout simplement. Un toit, rien que pour nous. Nous avons fait revivre la maison abandonnée où Man avait passé son enfance. Cette maison était pour nous synonyme d'indépendance, c'était le plus beau des cadeaux. Ah non, il y avait encore un plus beau cadeau. Parce qu'en nous disant que nous ne manquerions de rien, Didi et Dazou se portaient garant de notre survie en milieu hostile. En fait, ils devenaient nos anges gardiens. Immédiatement, les élus locaux ont fait de nous leurs réfugiés sanitaires. Réfugiés sanitaires au fin fond du Népal.
Dans le plus beau de mes rêves, moi, j'aurais jamais pu l'imaginer. Le responsable de la municipalité est venu en personne, à pied, nous offrir un sac de riz et un sac de lentilles. Il nous a donné accès à Internet pour renouer les liens avec nos proches. Et cerise sur le gâteau, en plein confinement, il nous a accordé le luxe de pouvoir circuler librement sur son territoire. Imaginez seulement, c'était grand comme la gruyère. Sur ce territoire, c'est la bienveillance qui règne. La bienveillance entre générations, entre voisins et même avec les inconnus. En fait, nous étions entourés d'anges gardiens. Cette fois, tu es nette tes steppes de l'Asie centrale. Ah oui, là, un vrai rêve éveillé. En plus, j'étais libre de vagabonder dans les montagnes. Mais attention, il n'était pas question uniquement entre deux travaux agricoles. Impensable pour nous de ne pas prendre notre charge de travail. Et en plus, franchement, c'était un grand plaisir. Alors nous avons semé, repiqué, récolté le blé, le maïs, le riz et même le millet. Didier et Dazou nous ont réappris les gestes que nos grands-parents maîtrisaient. Les travaux étaient collectifs. Pas de bruit de moteur. L'ambiance était toujours joyeuse. Et la fin des travaux était toujours l'occasion d'une grande fête. Et tu te souviens du jour où Didier et Dazou, où Dazou nous a dit Ramrocam? Oui. Joli travail, quand il a vu que nous avions réussi à empiler toutes les gerbes de paille dans le grenier de la maison des Buffalo, si bas de plafond où il régnait une chaleur d'enfer. Dazou était fier de nous. Alors ça, c'était une sacrée récompense. Tu te souviens aussi du repiquage du riz? Non, pas du tout. Les rollpeuses enfonçaient leur plan à toute vitesse en reculant, et toi, tu t'es vite retrouvé seul à l'autre bout de la rizière. Eh bien, au moins, j'ai déclenché un fou rire général. Et le fumier? Sans rien dire, pendant que Didier et Dazou faisaient leur sieste, nous sommes allés étaler, à la main, sous un soleil de plomb, tout le fumier sur le grand champ. Les voisins étaient stupéfaits. Ils se sont assis sur le talus pour nous regarder faire. Ça a signé notre adoption définitive par tout le village. Et puis, il y a eu le charmillo. C'était un joli petit trèfle qui sentait bon le citron, mais il envahissait tout le maïs et il dévorait notre fumier. Tu as alerté un ami chercheur qui a immédiatement mis en œuvre une chaîne humaine de connaissances. Dazou était émerveillé. Des chercheurs à l'autre bout du monde se mobilisaient gratuitement pour l'aider à résoudre son problème. Il adorait la phrase « élargir les connaissances pour les mettre au service de la société ». Et d'ailleurs, c'était aussi la phrase fétiche de ton père, celle pour laquelle il avait toujours voulu que tu sois chercheuse. Oui, pas faux. Au début des vagabondages, quand à chaque maison on me disait « mais Bosnet, assieds-toi », moi je me disais « mais pour qui ils me prennent, je ne suis pas fatiguée ». Jusqu'à ce que je comprenne combien passer du temps ensemble était essentiel. Moi aussi, je râlais souvent, ça m'arrive. Tu râles tout le temps. En redescendant des bureaux de la municipalité rurale. Je suis encore monté pour rien, il n'y avait pas d'électricité. Ils ne m'ont rien dit alors qu'ils savaient que ça allait durer toute la journée. Ils voulaient te garder avec eux. Ouais, j'ai fini par adorer ces coupures d'électricité. Prétexte à d'interminables discussions avec le responsable informatique que tout le monde appelait respectueusement haïtisseur. On philosophait sur les travers du monde capitaliste et sur le sort des femmes. Il leur prêchait de ne pas se marier trop jeune et surtout de ne pas avoir trop d'enfants. Vous savez, parfois, juste quelques minutes avant la fin d'un gros travail agricole, Didi venait et me disait « Allez, viens, on va fumer une soulpa tous ensemble ». Moi, je disais « Mais enfin, Didi, on a presque fini. On finit, après, on fumera tranquillement ». Didi était abasourdi par ma réaction. C'est normal. Là-bas, travailler fait partie de la vie. Le rapport au temps est différent du nôtre. On ne perd jamais son temps et on ne cherche jamais à en gagner. Moi, je pense que là-bas, ils n'ont pas oublié que nous sommes juste sur Terre pour nous agiter quelques secondes avant de mourir. Tu sais, finalement, notre bonheur ne se trouvait pas sur la voie de la réussite professionnelle tracée par nos parents. Oui, mais en nous poussant par amour à nos limites, ils nous ont aidés à trouver notre propre chemin. Puis comment aurait-il pu deviner que notre bonheur puisse être caché dans un petit village perdu au fond des montagnes du Népal? Que de chemin parcouru pour arriver à ce bonheur tout simple. Tous les matins, l'oiseau du paradis nous réveillait. Nous nous sentions heureux, libres, vivants. Nous étions débarrassés du superflu et entourés de personnes remplies de sagesse et chaleureuses. Didier et Dazou ont toujours refusé le moindre dédommagement financier. Ils disaient avec colère « Paisa, China », pas d'argent. Les mots de Dazou résonnent encore en nous. L'argent pourrit les liens humains.
Oui, mais c'est plus facile d'en prendre conscience quand tu es obligé de faire un pas de côté, quoi. Ça, c'est pas faux. 7 mois après notre arrivée, nous n'étions plus de simples étrangers de passage. Tout le monde se comportait comme si nous étions là depuis toujours et pour toujours. Et nous, les premiers. Hein. La reprise des vols internationaux a été un choc brutal. Une note des services de l'immigration, un petit bout de papier faisait de nous des clandestins. On nous donnait l'ordre de partir. Oh, la frénésie de la société de consommation nous avait rattrapés malgré nous. 7 jours d'acharnement pour réussir à réserver 2 places sur un vol. Et là, impossible de payer. Le code de sécurité est envoyé sur un téléphone que nous avions laissé en France. Ah, moi, j'y voyais un signe du destin. Hein. Nous étions faits pour rester au paradis. Et puis, je t'ai interdit de solliciter nos amis. Je ne l'ai pas écouté. J'ai écrit à nos amis et instantanément, les plus matinaux ont proposé de payer nos billets. Des larmes se sont mises à couler sur mon visage. Les amis népalais ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Ils essayaient de me réconforter et leur gentillesse m'a achevé. En fait, je venais de réaliser que nous allions devoir les quitter. Ah, moi, je redoutais tellement ce moment. Tous les matins, je me disais, un jour de gagner au paradis. Mais en fait, nos cœurs étaient déchirés en deux. D'un côté, la joie de revoir notre famille, nos amis, et puis de l'autre côté, le désespoir de quitter notre famille adoptive et de refermer une parenthèse de vie si simple, si heureuse. De retour dans les Aravis, nous avons retrouvé toutes nos montagnes menacées par de nouveaux projets d'aménagement. C'était comme si les investisseurs voulaient rattraper le temps perdu. Quand des promoteurs immobiliers exigent de la neige, pas de problème. On remplit une demande de destruction d'espèces protégées, on sort les tronçonneuses pour abattre une forêt, les pelleteuses creusent une bassine géante pour y faire croupir de l'eau potable. Ils appellent ça une retenue collinaire. Un projet de telle retenue collinaire est devenu en 2 ans dans les Aravis le symbole de la lutte entre 2 mondes que tout oppose. Celui qui veut continuer à faire comme si de rien n'était et celui qui essaie de limiter les dégâts. Nous avions toujours espéré ne pas avoir à choisir un camp, mais là, l'urgence en a décidé autrement. Vous devinez quel camp nous avons choisi. Nous y avons trouvé des rebelles, bienveillants, chaleureux, respectueux. En fait, ils sont à l'image de notre famille népalaise. Oui, mais le problème, c'est qu'ici, ces personnes sont considérées comme de très très dangereux individus. En juin dernier, ces citoyennes et citoyens pacifiques ont voulu exercer leur droit de manifester en randonnant. Ils se sont retrouvés face à un déploiement surréaliste de forces de l'ordre. Propagande auprès de la population locale, contrôle d'identité, fichage, fouille complète des véhicules, fouille des sacs à dos, saisie de dangereuses fourchettes en bois, de gourdes et même de couteaux suisses. Est-il encore possible à l'heure actuelle de faire entendre l'idée qu'une autre société est envisageable? Et pourtant, quelques jours plus tard, les 3 principaux fournisseurs d'énergie français déclaraient que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Vous imaginez des opérateurs du CAC 40 qui vous demandent de ne pas consommer ce qu'ils vendent? Une vraie révolution! Et si cette pénurie annoncée d'énergie était comme une occasion providentielle pour faire un tout petit peu de tri dans nos vies? De nous demander ce que nous voulons vraiment. Nous avons dépassé bien des limites pour nous retrouver ce soir devant vous, afin de témoigner que sortir de la surconsommation est non seulement possible, mais source de bonheur. Alors, pourquoi ne pas nous inspirer de Didier et d'Azou, de leur bienveillance, de leur sagesse? Pourquoi ne pas les prendre en exemple pour tracer la voie vers une société sobre, plus juste, plus solidaire Avec amour et rage. et poésie?